What's up, guys? Hello! Il est 20h et c'est le kick-off de Sex and Sun. Moi, c'est Maxi. Voilà, vous avez toutes les infos ici en bas. Et Tarmac, on est une grande famille, donc évidemment, il y a encore plein de choses à suivre et qui sont intéressantes. Il y a les Vince, il y a Easy News, il y a les cours avec Jenny, il y a les 187 freestyle. Mais ce soir, c'est dimanche et c'est Sex and Sun. Et bien évidemment, on a Killa Cross qui est aux manettes pour faire le taf. Il vous fait des bisous. Voilà, vous le voyez pas, mais il est là. Et bien sûr, il y a mes deux acolytes, Marie et Queenie. Hey, comment est-ce que vous allez? Les sexologues aussi, dites-nous dans les commentaires comment vous allez. Super, super. Et comme Maxi l'a dit dans Sex and Sun, c'est cette émission où on va parler de sexualité, de relationnel, on va parler de sujets un peu tabous, on va se poser les questions qu'on n'ose pas toujours se poser en famille ou entre amis. Ici, on en discute ouvertement. Et pour répondre à toutes vos questions, on a une experte en coquinerie en tout genre et c'est Marie. Marie, comment tu vas ? Ça va super bien, Queenie. J'espère que nos sexologues vont super bien aussi et qu'ils sont hyper ready pour cette émission. Je vois déjà qu'il y en a qui disent... Il y a Jay Kersuria qui dit « Yes, c'est la première fois que je suis dans le direct. » Welcome, girl. Ça fait trop plaisir. Oh boy. Voilà, tu nous diras ce que t'en penses et voilà, tu vas tout nous dire. C'est l'émission Sans Tabou. Sans tabou, donc vous posez toutes vos questions en commentaire. Nous, on les lit. Marie répond. C'est pas trop cool, ça, honnêtement. Mais écoutez, sans plus attendre, moi, je propose qu'on passe au préliminaire, histoire de commencer en douceur. Ah, j'ai déjà chaud. Pour ça, j'en ai. Alors, on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qu'est la culture du viol ? Donc, si vous connaissez ce terme, si vous savez à quoi ça correspond, n'hésitez pas à nous balancer en commentaire. Et on vous demande, si une personne te chauffe, est-ce que ça veut dire que tu es d'accord pour aller jusqu'au bout ? Justement, et c'est justement un des premiers clichés de la culture du viol, n'est-ce pas, Marie ? Exactement, c'est un des premiers clichés qu'on va essayer de déconstruire ce soir. Vous nous avez donné des expériences, vous nous avez donné votre avis dans les commentaires et on va vite les lire. Alors ici dans les commentaires déjà, il y en a pas mal. Déjà on nous dit wesh la famille. Ah il y a beaucoup de bonjours. Yes, c'est franchement et il y a des easy news avec des cœurs. Eh ben oui, easy news c'est tous les jours de la semaine et le week-end c'est nous. C'est le dimanche. C'est pour ça que t'es là. Alors il y en a qui rigolent pour les expertes en coquinerie. J'adore présenter Marie comme ça. J'adore. C'est mon petit péché mignon à moi. Ça. Alors, comment... voilà, on nous demande comment on fait pour être à 3. Ça, c'est le secret Tarmac. C'est le secret Sex and Sun et on ne le révélera pas. Donc, cette question, vous pouvez la poser chaque semaine. Elle revient des millions de fois et je vous jure que c'est la seule question à laquelle on ne répond pas. Il y a beaucoup de les noms autres aussi à ta question. Alors, on nous répond, ça commence à répondre. On nous répond non. Donc c'est clairement ça. Unanime. Est-ce que ça veut dire que, allez, toi, si tu chauffes quelqu'un, Marie, est-ce que ça veut dire que tu es forcément obligé d'aller jusqu'au bout ? Mais c'est la fameuse zone grise dont les personnes parlent et non, on n'est jamais forcé à aller jusqu'au bout. Il faut que tu sois totalement d'accord et que tu puisses livrer un oui libre et éclairé. Libre et éclairé. Libre et éclairé. Mais genre, par exemple, quand tu dis non, oui, non, ça veut dire cette hésitation, non. qu'est-ce que ça veut dire, Marie ? L'hésitation, c'est jamais bon. On n'est jamais sûr que la réponse est oui, donc il faut dire non. Il ne faut pas aller jusqu'au bout quand tu vois que la personne, elle n'est pas chaude à fond. Après, il faut aussi que les personnes soient honnêtes et de bon cœur. Si tu sens que humainement, on sait même, il y a des choses, il y a aussi la communication non verbale, ça que je veux dire. Ouais. Donc, tu sais sentir quand une personne est à l'aise, tu sais sentir quand une personne a envie de faire quelque chose ou quand elle le fait contre son gré. Donc, qu'elle hésite ou qu'elle n'hésite pas, si elle n'a pas dit le oui, qui est clair et net, sans retour, c'est ça bon, veut dire tu non. peux y aller. Non, si elle n'a pas dit, c'est ça, ça veut dire non, pardon, en effet. Alors que si elle le fait, voilà, tu peux pas foncer. Désolée, je me suis embrouillée, mais clairement, tu as raison. Donc, si la fille a dit oui, vas-y. Ou si le garçon s'est dit oui, vas-y. S'il n'y a pas de non, s'il y a des hésitations. Mais justement, on fait ça aujourd'hui parce qu'il y a des signaux, ils appellent ça en anglais les mixed signals. Quand tu envoies des signaux qui ne sont pas vraiment ceux que tu veux envoyer, des fois, la personne peut croire que tu as envie alors que tu n'as pas envie. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir demander et de pouvoir donner ton avis et de dire oui ou non, j'ai pas envie de continuer. Ouais, c'est ça, parce que tu as des gens aussi qui sont très timides, mais ils sont timides, mais quand ils vont s'habiller, ça va être le contraire. Et donc, les gens vont percevoir ce message comme « vas-y, tu peux venir », alors que non. C'est juste quelqu'un qui essaye de s'en sortir, d'instrumentaliser sa timidité et d'en faire autre chose, quoi.
Ça veut pas ça. dire vas-y, tu peux. Comme Donc gay. la tenue, Clairement. ça veut rien dire. Quoi. Exactement. La tenue ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que tu as une tenue assez affriolante et qu'on voit certaines parties de ton corps que c'est un appel à la sexualité. C'est peut-être comme ça que tu te sens bien, tout simplement, dans ton corps. Il y a des femmes qui aiment bien s'habiller sexy parce qu'elles se sentent mises en valeur, que ça leur plaît, qu'elles aiment ce que ça renvoie dans le miroir, sans pour autant que ça veuille dire qu'elles attendent que quelqu'un vienne la toucher ou vienne lui faire des remarques déplacées. Parce que parfois, même rien que quand c'est verbal, c'est une agression sexuelle. Il n'y a pas que les actes. N'est-ce pas, Marie? Oui, c'est ça. Il n'y a pas que les actes. En fait, quand on parle de culture du viol, on parle de plusieurs choses qui sont dans la culture. Tu peux parler des actes que tu peux porter envers quelqu'un. Tu peux parler aussi de certaines mœurs qui sont qui sont dans certaines cultures, comme le fait de t'agresser sexuellement en rue quand tu marches, de dire hey, salope, ouais, viens, donne-moi ton numéro. Ça fait penser au documentaire côté Anessence dans le centre-ville. Voilà. Ça, oui. Donc ça fait aussi partie de la culture du viol parce que tout le monde trouve ça, enfin c'est un peu normal. Quand il y a un gars qui te dit ça en rue, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te défendre ou qui vont essayer de lui dire gars, ce que t'as fait, ça se fait pas, tu vois. Ah, c'est clair. Alors ici on a Samuel Foguchi qui nous dit j'ai une petite question, si on couche avec son petit copain et qu'il veut continuer et que tu dis non, est-ce un viol? Si à partir du moment où tu veux dire non, il faut arrêter. Et ça, il faut être clair, que ce soit ton copain, ton mari, que vous soyez en relation depuis des années ou que t'aies dit oui il y a 20 minutes et que maintenant tu dis non. Il faut absolument arrêter. Et si la personne te force à continuer, c'est considéré comme un viol. Alors on a ABS Lynx qui demande est-ce qu'il y a aussi cette notion de consentement pour les hommes du coup? Parce que là on parle bien sûr. Ah, mais oui, du côté totalement. des femmes. Est-ce que ça concerne aussi les hommes? Est-ce qu'eux aussi ont droit de dire non? En fait, la culture du viol, ça touche tout le monde. Ça touche autant les femmes que les hommes. Donc, bien sûr, tu as des hommes qui se font, par exemple, violer et qui ont peur de venir parler. Parce qu'ils vont se dire qu'on va se moquer d'eux, on va dire comment ça se fait que quelqu'un ait réussi à te violer, que ce soit une femme ou un homme. Hein, parce qu'il y a des femmes qui violent des hommes, ça existe, même si c'est dans les chiffres beaucoup plus rares, mais ça existe. Donc, les hommes sont aussi touchés par cela. Et j'aimerais dire à tous les jeunes garçons ou jeunes hommes ou hommes qui ont vécu des agressions sexuelles que voilà, ils sont welcome dans notre émission de venir partager leur aventure et enfin leur mésaventure et que tout ça doit être accepté par la société. Tu vois, ils sont autant victimes, ce sont aussi des vraies victimes. Et là, ici, il y a un commentaire, et c'est vrai que j'étais déjà tombée sur un article là-dessus, c'est Insta Banlieue qui nous dit, dans un musée aux USA, ils ont montré les habits avec lesquels les femmes étaient violées, et la plupart du temps, ce ne sont absolument pas des vêtements sexy. Et c'est vrai que j'avais vu les images, c'est souvent un training, une tenue qui est très loin d'être sexy. Donc, cette fameuse question du qu'est-ce que tu portais? Exact. C'est la pire des questions, n'est-ce pas? C'est la pire des questions parce que c'est du victim blaming. Donc, toi, tu vas venir raconter ton histoire de viol. Déjà que c'est super dur. La plupart des victimes ont honte. Et elles se sentent vraiment honteuses d'avoir été violées. Elles se sentent sales. Donc, c'est vraiment compliqué de venir en parler. Elles viennent en parler. Et en plus, on leur dit, bah non, en fait, t'aurais pas dû mettre cette mini-jupe, t'aurais pas dû mettre ce haut, t'aurais pas dû mettre ce décolleté. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as aguiché cette personne? Donc, franchement, c'est pas la bonne approche, surtout que c'est faux. Alors, je vois que vous continuez à beaucoup commenter. Tout le monde a son avis dans les commentaires. Donc, continuez à nous balancer si vous avez des anecdotes, si vous avez peut-être comme Banlieue. C'est comment Insta Banlieue qui nous fait part d'un article d'un musée où on parle de ce sujet. N'hésitez pas à nous balancer tout ça en commentaire. Si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas sûr de savoir si ça fait partie du consentement ou pas, n'hésitez pas à nous balancer tout ça en commentaire. En attendant, on va aller faire un petit tour du côté du chat. À chaque fois, on doit l'attendre, cette roulette. Rapidité qu'il a quand même. Action, réaction, la roulette. La Streetzer a dit quoi, Queenie? Alors, la Streetzer, on a fait un petit sondage sur YouTube et on a essayé de savoir quel était le pourcentage de femmes violées par leur partenaire. Parce que ça, c'est aussi un mythe. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas se faire violer par son petit ami, vu que c'est son petit ami et que d'habitude, on a des rapports consentants. Mais c'est totalement possible. Alors, selon vous, en Belgique, quel est le pourcentage de femmes qui se font violer par leur partenaire? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 17? Et est-ce que c'est 23%? Donc n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire selon vous. Quel est le pourcentage de femmes qui se fait le plus violer?
Moi, je vais dire que c'est le plus élevé. Tu dirais 23%, toi? Oui. Pourquoi tu dirais 23%? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, ou en tout cas pas seulement les femmes, il y a beaucoup de victimes de viol qui n'osent pas franchir le cap d'en parler. Et surtout dans un contexte comme ça, où c'est ton compagnon, quand tu es en couple, les gens ont tendance encore moins à se poser la question, puisqu'on est dans une situation qui semble normale de base. Complètement. Marie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu dirais 23% aussi? Ouais, je dirais 23% parce que je sais que c'est un chiffre qu'on n'imagine pas à quel point il est haut. Je sais qu'à chaque fois, on se dit ça. Dans les commentaires, on voit beaucoup de 23%. On a même un qui nous dit 50%, mais ce n'est pas, aussi élevé que ça. On nous parle même de 45%. Il y en a qui font leurs estimations, 36%. Mais en fait, le résultat, c'est 23%. Donc quand même 23% de femmes en Belgique qui se font violer par leur partenaire. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et on sait très bien que les statistiques ne reflètent pas vraiment la réalité, vu qu'il y a plein de victimes de viol qui ne viennent pas parler. Et donc, on n'a pas vraiment les vrais chiffres, mais ça peut quand même nous donner une idée. Mais Marie, moi j'ai une question. Est-ce que, outre le fait qu'il y a un gros problème, puisque si la personne ne veut pas avoir de rapport, il faut simplement s'arrêter, je me dis, si tu vas aller dans la tête de la personne qui n'arrive pas à dire non, est-ce qu'elle se dit, j'ai pas envie de le mettre à mal, j'ai pas envie qu'il croit que allez, c'est un agresseur, tu vois, des choses comme ça. Pourquoi il y a toutes ces barrières en fait qui empêchent? Mais parce qu'il n'y a rien qui est fait pour déjà reconnaître cette culture, tu vois. Donc, il y a beaucoup de filles, il faut savoir, qui font l'amour ou qui font des actes sexuels pour ne pas paraître comme ci ou comme ça, ou parce qu'elles se sont dit « j'ai été aussi loin, donc je peux pas reculer. Si je recule, il va me dire que je suis une salope, ou il va dire que je l'ai chauffé, ou alors c'est mon petit ami, je lui ai dit non hier, avant-hier, j'ai peur qu'il parte voir ailleurs, ou j'ai peur d'être la meuf qui veut jamais coucher parce que je suis fatiguée, parce que j'ai d'autres choses dans la tête. Donc je vais quand même give in, je vais faire l'amour parce que j'ai besoin de garder cette personne dans ma vie, et comment je vais le garder, c'est à travers notre vie sexuelle. Donc il y a tout ça aussi. Et il y a des victimes qui savent qu'elles se sont fait violer, mais non seulement elles ont honte, mais elles se disent « j'ai l'impression que si je vais témoigner, je vais peut-être détruire la vie de cette personne et elle le mérite peut-être pas ». Tu vois, dans beaucoup de cas, en fait, on dirait que c'est toujours la victime, enfin c'est toujours la victime qui finit par s'oublier, en fait, qui pense aux autres alors qu'elle aussi, elle est un peu, enfin elle est la victime, ouais. Exactement. Alors, ici, on a une question de Kadim qui dit « Est-ce que c'est un viol quand tu couches avec ta copine et qu'elle est la première à vouloir et que toi, non, et enfin, elle te dit « Non, arrête, j'ai plus envie ». Et donc, vous faites pas l'amour? Est-ce que tu as... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on passe du oui au non. Oui, tu vois, c'est ce fameux passage du « Oui, on est dans la sexuelle » et puis finalement, elle se rétracte, elle dit non. Est-ce que c'est un viol de continuer? Si tu la forces pas à continuer. Et oui, si tu continues après. Mais si tu ne la forces pas, non. Oui, en fait, le viol, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de consentement et qu'il y a rapport sexuel. Quand la personne ne veut pas ou ne veut plus que l'acte sexuel se fasse et que l'autre personne l'oblige, il y a viol. Ça, c'est clair et net. Faut pas chercher midi à 14h. Et c'est vrai que c'est difficile à accepter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans ces situations et qui ont du mal à se dire « j'ai violé ». Et aussi qui ont du mal à se dire « j'ai été violée ». Parce que c'est tellement violent comme mot et ça a beaucoup d'impact que les gens n'arrivent pas vraiment à se faire à cette idée. Alors ici, dans les commentaires, on a Bad Gal Jess qui dit « Le viol conjugal est ultra fréquent. Quand j'en parle avec mes amis, j'ai l'impression que ça nous est déjà tout arrivé. » C'est fou quand même de se dire que presque toutes ses amies ont déjà été dans cette situation, c'est énorme. Alors ici, on avait une autre question. Quand quelqu'un partage des nudes sans l'autorisation de la personne sur la photo, est-ce que c'est un viol? Je dirais que c'est une agression sexuelle grave. En plus, tu portes atteinte à l'intimité de la personne. Tu peux vraiment porter atteinte à sa réputation, lui barrer des routes professionnelles plus tard pour sa carrière. C'est très très grave. Et ça peut aussi amener à du bullying sur Internet. Donc, ouais, c'est pas considéré comme un viol, je pense, par la loi, mais c'est une agression sexuelle.
Alors j'en profite pour dire qu'il est 20h14. Si tu viens de débarquer dans ce live, tu es dans Sex and Sun avec Maxi, Queenie et Marie. Et ce soir, on parle de la culture du viol. Et justement, si tu sais c'est quoi, donne-nous une définition dans les commentaires. Et aussi, on a une deuxième petite question. Si une personne te chauffe et insiste pour avoir des bails, est-ce que ça veut dire qu'elle veut forcément aller jusqu'au bout ou pas? Donne-nous ton avis, partage-nous tes expériences, tes anecdotes. Et on est encore là jusqu'à 21h ensemble pour en parler. Alors Maxime, on était toujours dans le chat. Il paraît qu'Instagram a parlé aussi. Ah oui, Instagram parle toujours chez Tarmac et les sexolars, merci beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on vous pose des questions, vous êtes nombreux à répondre. On vous a demandé c'est quoi votre définition du consentement. Il y a eu beaucoup de réponses, donc je vais en lire quelques-unes. Quand la personne te dit oui pour faire des choses, même si c'est juste un bisou, il en faut, donc un oui. Oui, c'est oui, non, c'est non, le peut-être, c'est non, et le silence, c'est non. On a aussi, c'est lorsqu'on dit oui, mais qu'on se sent assez en confiance pour dire non également. On a donné son approbation, à mon avis sûrement un raccourci pour dire qu'il faut dire oui pour qu'il y ait consentement. C'est l'autorisation qu'on donne à une personne en un mot, c'est-à-dire un accord. On a un non lucide, n'est pas un oui sous effet d'alcool. Il faut faire gaffe à ça aussi. Donc être sûr que la personne soit bien lucide pour accepter et être consciente de ce qui va se passer. On a aussi, c'est quand tu fais quelque chose mais que tu n'aimes pas, mais on te force à faire ça. Et là, j'ai vu, c'était le petit couac, Marie. Est-ce que pour cette personne, là, c'est pas la définition du consentement, on est bien d'accord? Je pense qu'elle voulait définir le viol, peut-être. Peut-être que c'est ça, parce qu'elle a confondu. C'est pour ça que j'ai mis ça en dernier, pour montrer que tu y étais presque. Enfin, non, tu y étais pas, en fait. C'était pas ça, mais faut faire comme les autres. Donc, si on dit oui, tu peux y aller, c'est feu vert. S'il y a hésitation, silence. Des oui, mais non, c'est non. Alors, tu arrêtes. Et puis, en story et Instagram, on vous a aussi demandé de partager des expériences et des anecdotes. Je vais en lire 3 ici qui étaient très intéressantes. Oui, mon petit copain n'a pas respecté mon choix. Quand je lui ai dit que je voulais arrêter, il m'a forcé à continuer, de lui faire une fellation. On a aussi le gars avec qui j'étais a beaucoup forcé en rigolant à moitié comme s'il demandait juste quelque chose de banal, mais j'en avais pas envie, mais je me suis sentie obligée comme si c'était un mauvais moment à passer pour lui faire plaisir et pour qu'il arrête de m'embêter, en sachant que le message était un peu plus long et au début cette personne avait expliqué que souvent elle ressent comme si elle doit faire des choses, une obligation, pour ne pas passer pour une sainte nitouche, une coincée un peu, tu vois, de faire des choses pour rentrer un peu dans la norme, on va dire. Et puis, on a un dernier, elle m'a clairement dit ne pas vouloir étant lucide, donc vouloir faire des choses avec moi étant lucide. Puis le soir, alors qu'elle avait bu, elle m'a sauté dessus. Je voulais, j'avoue, et j'en avais trop envie aussi, mais j'estime que ce n'est pas être consentante. Du coup, je lui ai dit laisse tomber ce soir, on va juste dormir. Puis le lendemain, devinez quoi, quand elle s'est réveillée, elle m'a dit non, j'ai pas fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a dit heureusement qu'il n'a pas été au bout. C'est ça. Et il a dit mais non, t'inquiète, il s'est rien passé. Elle m'a remercié et ça fait 6 ans qu'ils sont très très bons potes. Waouh, génial. Franchement, ça c'est le genre d'attitude que tout le monde devrait avoir. C'est pas parce qu'une personne est saoule que ça, justement quand on a notre état d'esprit qui est altéré, on est affaibli entre guillemets, tu peux pas considérer ça comme du consentement, n'est-ce pas Marie? Non mais c'est hyper vrai, surtout que les deux personnes peuvent en avoir envie sur le moment, même si elles sont en état d'ébriété. Donc tu peux te dire ah mais elle en a envie, elle me montre qu'elle a envie, mais elle est sous, moi aussi je suis sous et j'en ai vraiment envie, quoi faire quoi. Donc c'est mieux à ce moment-là d'essayer de se calmer les esprits, aller dormir dans 2 chambres différentes et le lendemain en reparler hyper posément et se dire est-ce que voilà maintenant tu veux le refaire maintenant qu'on est sobre, est-ce que ce serait un truc que tu verrais se passer ou pas? On respecte, ça c'est un très beau geste. Et justement Marie, on va aller plus en détail par rapport au consentement dans le point Q. On a eu pas mal de définitions. Est-ce que déjà en général tu es satisfaite de ce qu'il y a eu? Et puis tu vas nous dire justement le consentement c'est quoi plus en détail? En général, je suis très très satisfaite de nos sexolars. Franchement, ils nous donnent toujours des définitions hyper bien faites. Mais aujourd'hui, je voulais pas commencer par vous donner une définition. Je voulais peut-être vous éclairer par un petit exemple hyper simple qui a été inventé par une blogueuse. Parce que c'est vrai que le consentement, c'est assez compliqué à définir. Et on ne sait jamais comment trouver les bons mots, et la définition qu'on a aujourd'hui n'est pas vraiment définitive et chacun peut avoir la sienne, mais voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un exemple d'une blogueuse qui a imaginé une analogie, ça veut dire une petite histoire pour vous montrer comment le fonctionnement du consentement fonctionne. Donc imaginez que
tu vas chez un pote, tu es chez lui et ton pote vient te voir chez toi et tu lui proposes une tasse de thé. Donc, tu lui dis, est-ce que tu voudrais boire une tasse de thé? Il te dit, oui, j'aimerais bien une tasse de thé. Tu vas à la cuisine, tu vas lui faire sa tasse de thé, tu reviens et tu lui mets la tasse de thé sur la table. Il dit, ben non, pour finir, désolé, mais j'ai plus envie de boire du thé. Tu as différentes réactions que tu peux avoir. Tu lui dis, gars, ça fait 5 minutes, j'étais dans la cuisine, j'ai fait bouillir l'eau, je t'ai choisi du thé, j'ai mis le thé dans ta tasse, je t'ai mis un peu de sucre, voilà, tu vas boire cette tasse, quoi. Enfin, c'est bon. Tu m'as dit que tu voulais du thé, bois ce thé. Ou alors tu lui dis, ok, c'est bon, t'as pas envie de boire ce thé, je vais pas t'obliger, je l'ai fait, mais c'est pas grave. Donc, le thé, en fait, représente le consentement. Si la personne jusqu'au moment où elle doit mettre le thé à sa bouche, elle est consentante et qu'elle dit oui, ça c'est bon. Si elle dit non, j'ai plus envie, c'est non. Si elle dit bon, en fait, j'ai pas trop envie de la tasse de thé, je vais la laisser là, je vais voir pour plus tard, c'est aussi un non. Et ça, c'est une analogie assez simple à faire. Quand tu as des moments où tu sais pas, tu hésites, tu sais pas si toi tu veux le faire, tu sais pas si la personne qui est devant toi veut le faire, repense à cette petite histoire qui est un peu facile pour voir si tu es dans le bon chemin. Et c'est cool comme analogie parce que ça vient aussi un peu déconstruire le fait que souvent on parle des agresseurs comme ils avaient comme s'ils avaient des pulsions et que c'était impossible à contrôler. Mais c'est simple, c'est pas question de pulsion, tu vois, c'est question de bon sens. Ouais, en fait, c'est comme une manière de les excuser, entre guillemets. Voilà, d'utiliser, je savais pas me contrôler. Non. Oui. Et donc, en gros, c'est l'éducation de la population qu'on doit faire en général et pas dire, toi, tu dois te protéger contre les violeurs parce que les violeurs sont atteints d'une certaine maladie mentale. Ils peuvent pas se contrôler. Ce qui arrive, hein, il y a des maladies mentales certaines maladies mentales comme ça qui existent, mais ça concerne moins de 7% des agresseurs, des violeurs. Donc pas du tout la grande majorité des viols. Donc il faut faire attention. Alors ici, on a une question de Elmira Patricia qui dit j'ai une question, comment l'homme peut se faire violer, à part si c'est par fellation, mais si le gars n'est pas excité, il ne peut pas avoir un rapport, donc je ne comprends pas. Mais l'excitation, elle est mécanique aussi. Des fois, tu peux exciter quelqu'un qui n'a pas envie d'être violé, comme chez la femme. Si tu violes une femme, il y a des femmes qui ressentent du plaisir durant le viol, mais ça ne veut pas dire qu'elles voulaient être violées. C'était juste une réponse biologique de leur corps. Donc un mec, tu peux le violer, tu peux sodomiser n'importe quelle personne déjà, ça c'est déjà considéré comme un viol. Tu peux essayer de l'exciter en lui donnant certains médicaments comme du Viagra, etc. Ou alors toi-même, tu peux lui faire tu peux le masturber pour que la personne soit en érection et après introduire son sexe dans toi. Ça c'est tout à fait possible aussi, sans que la personne ne veuille que cet acte se passe. Même si cette personne est en érection, mais elle n'a pas envie que ça se passe, parce que c'est juste une réponse automatique du corps. J'ai vu un commentaire ici, Marie, si tu peux répondre à Yannick Koa qui fait une réflexion. La notion de consentement devient très floue. Nous, les hommes, nous sommes en danger. Nous ne savons plus comment nous comporter avec les femmes. Ça devient frustrant. Oui, je pense que c'est vraiment une grosse frustration qui a été apportée par beaucoup d'hommes. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Il faut juste être conscient que certaines filles pourraient ne pas être totalement d'accord. Et donc, il faut trouver un moyen d'avoir une vraie communication. Donc, je sais que c'est hyper chiant de se dire, tu veux, et puis on arrive à un certain degré, tu veux que je te touche la main, tu veux que je te mette la main au sein, tu veux. Voilà, il faut trouver la meilleure communication pour toi et ton ou ta partenaire pour arriver vraiment à se comprendre. Et dès que tu sens qu'il y a un petit truc qui bloque, voilà, là tu arrêtes. Alors, Princesse Nono, moi j'ai une question. Pourquoi cette personne rejette la faute sur la victime et pas sur l'agresseur? Bien souvent. C'est quelle personne? Mais en général, un agresseur, quand il y a un viol, on remet souvent la faute sur la victime et non sur l'agresseur. Mais ça fait aussi partie de la culture du viol où tu vois la victime comme celle qui a un peu tenté le diable, quoi.
Et il y a un exemple que j'ai super bien aimé, qu'Abdel en vrai, il avait donné dans une vidéo. Il dit, voilà, tu as un accident de voiture, tu as un arbre qui te tombe sur ta voiture et qui la détruit. Et le policier, quand il arrive, il dit, ouais, mais monsieur, vous l'avez cherché, vous roulez au milieu d'une forêt. Donc c'est un peu comme ça que je vois le victim blaming. T'as rien cherché du tout, t'étais juste là, la personne a pris l'initiative de venir t'agresser sexuellement, te violer, donc c'est pas de ta faute. Alors on a Sarah qui nous dit le problème c'est qu'aujourd'hui la femme est souvent considérée comme un objet sexuel plutôt qu'un partenaire sexuel. Les hommes peuvent aussi en être victimes bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec son affirmation ? Je pense qu'on a toutes ressenti ça une fois dans notre vie, d'être considéré plus comme un objet qu'un être humain. Quand tu marches dans la rue, qu'on te regarde, qu'on te fait des petites remarques, ils te voient plus comme leur objet de plaisir, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ton corps et avec toi que comme être humain d'abord, tu vois. C'est sûr. Alors, une de mes amies s'est faite violer à l'âge de 12 ans, mais son agresseur n'a rien pu faire parce qu'elle m'a parlé d'une sorte de blocage psychologique qui a bloqué l'entrée de son vagin, je pense. Ça, c'est ce qu'on a... C'est du vagin... Enfin, c'est... je sais pas du vaginisme, hein, c'est juste qu'elle était tellement contractée que ça a super peur et donc ça s'est contracté, mais il y a des agresseurs qui poussent, hein, et qui y arrivent quand même, et qui arrivent à déchirer des vagins d'enfants. C'est juste horrible, et c'est pas parce que il est pas arrivé à la pénétrer, tu vois, que c'est pas un viol. Il y a eu viol quand même. Mais moindre. Ouais, c'est ça. Elle est tout aussi traumatisée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? C'est en éduquant les gens de plus en plus jeunes qu'on avancera. Et justement, il y avait quelqu'un qui nous disait plus haut que le concept, la petite analogie avec la tasse de thé, c'est quelque chose qu'il a vu en cours de SVT. Donc l'éducation, je pense que c'est vraiment une des bases pour mettre fin à cette culture du viol ambiante, non Marie ? Mais c'est ça qu'on essaie de faire ici. Nous, on sait très bien que c'est beaucoup plus facile d'éduquer que de déconstruire. Parce que quand tu as toute une construction de la sexualité à travers ton adolescence, ta vie de jeune adulte, et qu'après on vient te dire « Ah ben non, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le faire », c'est beaucoup plus compliqué que maintenant, à 12, 13, 14, 15 ans, peut-être vous montrer une autre façon de réfléchir autour de ça. Et je voulais passer aussi au petit point légal, parce qu'en Belgique, on sait toutes que la majorité sexuelle, en fait, elle est fixée à 16 ans. Et avant 14 ans, tout acte de pénétration sexuelle, c'est considéré comme un viol. Et entre 14 à 16 ans, là, on a un attentat à la pudeur, mais c'est vraiment du cas par cas. Et l'attentat à la pudeur, en fait, c'est toute atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Et c'est lié aussi aux mœurs de la société, au groupe et à la victime. Et à la victime les victimes qui sont atteintes. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça. Donc attentat à la pudeur, c'est différent d'un viol. Et la majorité sexuelle en Belgique, c'est à 16 ans. Alors, ici, il y a encore un commentaire de Fantomas66 qui, lui, dit qu'il est vraiment frustré, qu'il ne sait plus comment se comporter, de peur que les gestes soient mal interprétés. Mais je pense qu'il se trompe de combat. En gros, quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Il n'y a pas de gestes qui sont mal interprétés. C'est ça, c'est la même réponse qu'on a donnée à Yannick, quoi. En gros, c'est très important de communiquer et de savoir comment t'y prendre avec la personne en face de toi, tu vois. Et communiquer, c'est pas, ça se fait pas juste en un instant. Peut-être qu'il faut que tu revoies cette personne plusieurs fois avant de savoir comment faire, quoi dire, et que vous soyez totalement à l'aise au point où tout acte sera consenti. C'est ça. Donc, tout simplement, le fait de ne pas toucher une personne. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui vont... Et ça, c'est très ancré dans la société. Tu vas faire la bise à une fille et tu la tiens par la taille. Rien que ça, c'est un geste déplacé. Il y en a beaucoup qui vont rien dire, etc. Mais t'en as qui se sentent assez permis de venir te mettre la main sur la taille, mais on n'a pas ce rapport aussi proche pour que tu puisses me mettre la main sur la taille. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça qui passent un petit peu dans la société, comme ça, que beaucoup de gens trouvent normal, alors que ce sont des gestes totalement déplacés. Et comme on le dit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'éduquer. Alors, on éduque aujourd'hui à dire non, ce sont des choses qu'on n'accepte pas, qu'il ne faut pas accepter. Et je pense que c'est important que autant les filles que les garçons soient au courant, parce qu'une jeune fille peut se retrouver dans cette situation et se dire c'est normal, je dois pas me plaindre de ça, alors que ça la met mal à l'aise. Mais
Pour vous rendre la chose plus facile, aujourd'hui, comme on parle de la culture du viol en général, on sait que Amnesty a lancé une campagne avec le hashtag Je dis oui pour Je dis oui. Et il y a 10 petites règles hyper simples vraiment à retenir. Je vais vous en présenter 3 aujourd'hui sur les 10, mais vous pouvez trouver le reste sur le site internet. Il y a aussi Abdel en vrai et Guillaume qui ont fait des vidéos, donc allez sur leur chaîne YouTube, c'est super intéressant. Et on va vous montrer l'une des premières règles que Amnesty a faites avec ces petites images. Donc, il y a, comme je vous l'ai expliqué, la campagne Je dis oui, c'est une dizaine de règles hyper simples à retenir. Et là, tu vois oui plus non, en fait, c'est égal à non. Donc, tu sais que quand la personne te dit non, c'est non, hyper simple. On voit la suivante. Oui plus la personne qui est endormie, les filles. Chouette les équations. Hein. C'est non. Mais c'est hyper simple. Ouais, ça parle directement, c'est ça. Ça parle direct. Et la dernière. Oui plus oui, donc c'est oui plus oui, c'est oui plus oui, c'est oui plus non, c'est non. Ça, c'est les hésitations, quoi. Non, mais ça montre lorsque tu commences une relation sexuelle ou lorsque tu commences peut-être à te chauffer avec une personne et qu'à un moment, tu as envie d'arrêter, bah t'arrêtes, quoi. Et on peut pas te dire, mais t'as été jusque-là, en fait. T'as été jusqu'ici pour me dire non. Non, en fait, t'as le droit totalement de dire non et la personne n'a pas le droit de te forcer à continuer. Et ça me rappelle une interview avec Amber Rose qui était super marrante, là où elle disait vous avez le droit de dire non même si vous êtes nu sur le lit avec le gars à côté de vous, même à ce moment-là, tu peux dire. Complètement. Alors on nous dit ici, malheureusement, je pense que c'est parce que vous avez toléré ça dès le départ que donc maintenant c'est dur de le corriger. Mais il y a toujours moyen de le corriger et c'est justement tout l'intérêt de cette campagne Amnesty. Oui, et justement le dire vous avez toléré ça, je pense que c'est un peu aussi du victim blaming en disant c'est un peu de votre faute si on en est arrivé là, alors que je pense qu'aucune femme ou qu'aucune personne violée n'a voulu en arriver. C'est pas parce que tu tolères que tu acceptes. Tu sais, là par exemple, on pourrait prendre l'histoire, des histoires de viol intrafamiliaux, pardon, je vais y arriver. Donc on peut prendre l'exemple des viols intrafamiliaux où par exemple, imagine, tu as un enfant de 12 ans qui se fait violer par son tonton. Sûrement qu'il tolère juste parce qu'il se dit c'est la famille. Si je le dis, qu'est-ce que la famille va dire? Si je le dis, il m'a dit que maman et papa vont se séparer ou j'en sais rien. Et voilà, il prend sur lui, mais jamais il a accepté cette histoire. Il a juste été victime depuis le début, point barre. Mm-hmm. Je sais, on a un appel à passer. Quelqu'un qui s'appelle Adil et qui va nous parler qui fait partie d'Amnesty Jeunesse. Mais avant ça, Maxi, je voulais répondre à ce que tu as dit. Effectivement, moi, en tout cas, j'ai vécu une agression sexuelle quand j'étais jeune dans ma famille. Et je me suis dit... Il ne faut pas que je le dise à mes parents, il ne faut pas que je le dise à ma famille. Et quand je l'ai dit, en fait, on a carrément fait comme si rien ne s'était passé. Mais vraiment, rien ne s'était... Et j'avais 14 ans, donc j'étais quand même assez jeune. Et la mère de la personne qui m'avait fait ça, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu portais ?» Elle m'a demandé, tu portais ton haut, j'avais un haut dos nu, je m'en souviens. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu portais ton haut à ce moment-là, en sachant qu'elle avait presque 10 ans de plus que moi, quoi. Et donc ça aurait justifié son acte. Ça aurait justifié son acte, voilà. Je me suis pas fait violer expressément, donc il a juste fait certains attouchements. Et les réponses aussi que j'ai eues des gens, c'était, c'est bon, il t'a pas violé, tu vois. C'est bon, reviens sur Terre, t'aurais pu être plus traumatisé. Donc vraiment, je comprends qu'il y ait des jeunes qui veulent pas en parler parce que les familles, des fois, elles sont décevantes dans leur réaction. Ouais. Alors, les gars, là, il est 20h34. Yes. Vous êtes toujours dans Sex and Son et le sujet du jour, c'est justement la culture du viol. Et on vous pose cette question, si une personne te chauffe, est-ce que ça veut dire qu'elle est prête à aller jusqu'au bout? Donc, vous n'hésitez pas à nous mettre tous vos avis en commentaire. Et là, tout de suite, Marie, on va passer à cet appel. Oui, on va appeler Adil. Adil. Et bonjour. C'est la première fois qu'on a un appel en visio. D'habitude, c'est auditif. The first one, Batem. Hello. Yes. Comment tu vas? Adil. Très bien. Et vous, ça va?
Ça va, ça va. Adil, tu es membre du comité intergroupe École Amnesty Jeunesse. Tu as créé ce groupe qui anime des ateliers dans plusieurs écoles à Bruxelles. Et tu as aussi animé 3 ateliers différents dans différentes écoles sur le consentement. Et le but de tout ça, c'était sensibiliser les jeunes sur la place de la femme, les violences sexuelles qui touchent les hommes et les femmes, mais aussi sur le consentement. Donc explique-nous tout ça. Alors voilà, donc ça fait 1 an qu'on a commencé avec Amnesty à se dire qu'il fallait qu'on commence à sensibiliser les jeunes. Et puis nous, le premier atelier, il sensibilisait pas que sur le viol, mais sur la place des femmes, sur la considération de la place des femmes, sur l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, sociétale, etc. On peut aller plus loin. Et puis petit à petit, parce qu'on est arrivé au 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, et là on a mis en place 2 ateliers, 2 animations sur sur le consentement d'une part, et tout ce qui est viol, tout ce qui est agression sexuelle, etc. Tu me parlais des ateliers justement autour du consentement, et il y a des réponses qui t'ont vraiment un peu assez choquée, comme tu m'avais dit. Tu t'en souviens? Oui, c'est sûr que une première chose, que quand tu fais ce genre d'animation, tu t'attends déjà à ce qu'il y ait des réactions un peu, soit assez violentes, auxquelles tu ne peux pas t'attendre, ou alors des réactions, ouais, mais c'est normal, parce que tout à l'heure, vous parliez justement de la provocation. C'est normal. Et ça, c'était une raison que pas mal de mecs donnaient, ou même des filles, c'est même des meufs. Et elle disait, oui, mais de toute façon, elle l'a cherché dans le métro, elle était habillée comme ça, comme ci, comme ça. Du coup, voilà, ou alors la fille, elle regardait le type, du coup, c'était normal. C'est normal qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, qu'elle ait soit eu une agression, soit eu un viol. J'aimerais juste faire la différence entre une agression et un viol. Un viol, il y a une pénétration. Une agression, il n'y a pas de pénétration, c'est juste... ça peut être verbal, ça peut être juste un peu physique, mais il n'y a pas de pénétration sexuelle, sexuellement parlant. Et du coup, voilà, nous, à chaque fois qu'on avait ce genre de choses, ce genre de discours, le but, c'était pas de rentrer dedans. Le but, c'était pas de dire pourquoi est-ce que tu dis ça, t'es complètement bête ou... non. Nous, on disait, voilà, le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que cette personne a ça comme justification, ça comme discours. Et à ce moment-là, on arrivait à un débat beaucoup plus constructif et un peu plus avec une conclusion un peu plus saine, quoi, entre la relation femme-homme. Ouais, j'imagine que c'est vraiment très très compliqué d'éduquer autour du consentement. Tu m'as aussi dit qu'il y avait des groupes là où il y avait que des garçons, mais que le débat naissait vraiment quand tu avais des groupes mixtes, c'est-à-dire entre garçons et filles. Oui, parce que justement, quand il y avait que des mecs, je dirais pas que c'est une vision seulement masculine de ce que les mecs peuvent penser quand on parle de consentement ou de la place des femmes. Mais quand il y a eu des filles, la vision a été beaucoup plus partagée. Les avis étaient plus partagés, et surtout que dès que quelqu'un disait quelque chose et ce quelque chose était un peu difficilement supportable, alors certaines personnes, et c'était souvent des filles, elles montaient tout de suite au créneau. Et du coup, ça faisait qu'il y a eu des petites tensions. Mais le débat était beaucoup plus constructif parce que tu as une vision mixte, tu as des paroles beaucoup plus partagées que quand c'est seulement des mecs. Parce que, en fait, moi, je voulais dire ça justement parce que, et on a entendu 2 commentaires disant, ouais, mais les mecs, ce qu'on fait maintenant, on dirait qu'on doit plus... on ne sait pas comment agir. Contrôler, on doit réfléchir tout le temps à ce qu'on fait et tout ça. Enfin, non, mais le but ici, c'est justement de dire que le mec n'est pas le seul responsable de ce qui se passe. Il y a bien sûr toute une histoire, il y a toute une politique qui s'est construite de la façon où la femme, elle était comme ça, on l'a considérée comme ça, et c'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça que on voit, parce que c'est pas pour rien qu'on dit une société masculine ou patriarcale, c'est parce que c'est le mec qui domine, et du coup maintenant, les femmes commencent à se révolter, à dire mais pourquoi est-ce que c'est le mec qui domine, pourquoi est-ce que le mec me fait ci, pourquoi est-ce que bidule, et du coup nous, les mecs, on se dit ah merde, on est en train de nous toucher, on est en train de nous atteindre. Mais en fait non, la réaction elle doit être contraire. C'est bon, c'est juste, et on va vers le progrès si on fait ça. Si on fait ça. Si on commence à réaliser que voilà, la femme comme l'homme
peuvent avoir une place dans la société. Et c'est pas parce qu'une fille s'habille comme ça ou un mec fait que ça y est, que tout est justifiable. Moi, j'ai une question pour toi, Adil. Est-ce que quand tu faisais tes ateliers et qu'il y avait des jeunes, peut-être des jeunes, autant des filles que des mecs, qui n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était vraiment le consentement, après que toi, tu recontextualises les choses, est-ce qu'ils sortent de là en ayant compris, ou tu sens qu'il y a toujours des personnes qui sont un peu réfractaires à l'idée de comprendre que un oui, c'est oui et un non, c'est non, quoi, quand il s'agit d'actes sexuels ou... Bah, je dirais que moi-même, déjà au début, c'était pas aussi simple de comprendre la définition même de consentement, parce que déjà, il faut savoir que dans la justice, c'est très flou. C'est très flou. Il y a des trucs. Ouais. C'est la victime qui doit se justifier, c'est elle qui doit présenter, alors que ça n'a pas de sens. Mais c'est sûr que quand on pose ça à des jeunes, bah, du coup, ils ne savent peut-être pas, et quand on ne sait pas, souvent on recule, ou on est un peu réticent, et puis on sait inconsciemment que c'est lié à quelque chose de sérieux. Mhm. Et nous, voilà, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a présenté ça sous forme d'action, sous forme de théâtre d'action. Et c'est-à-dire qu'on disait, voilà, comme les questions qui sont posées, si Max fait ça, si Max, par exemple, dans un vestiaire, siffle à une meuf, voilà. Et la meuf, elle vient, elle s'approche, et puis elle dit, pourquoi est-ce que tu m'as sifflé? Et qu'elle lui dit, parce que t'étais en jupe, quoi, en mini-jupe. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est normal? Est-ce que là, donc on n'allait pas forcément dans le mot consentement. On disait pas, est-ce que là il y a consentement ou pas? Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que toi tu ferais ça? Est-ce que voilà. Et du coup, à un moment donné, c'était pas on explique, c'était on démontre par des exemples. Et à travers ces exemples, on arrivait à des similitudes, à des pensées collectives, quoi. Merci pour cette réponse. Je pense que le mot consentement aussi, ça fait peur à beaucoup, beaucoup de jeunes et beaucoup de gens en général. Et c'est vraiment bien que vous ayez trouvé une approche en termes d'accord. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu ferais ci? Et ce que j'ai bien aimé aussi dans votre approche, c'est que tu m'avais dit le consentement, en fait, tout ça, c'est une affaire de société. C'est pas juste que les mecs. Et donc, il faudrait éduquer autant les femmes que les hommes, en fait. Ouais, déjà, il y avait une phrase. Déjà, il y avait une phrase que quelqu'un avait sortie, je ne me souviens plus qui. On parlait de honte de parler, honte de dire je me suis fait agresser, honte de dire ça m'est arrivé et du coup, voilà, ma famille va réagir comment, ou la police va réagir comment, la justice va réagir comment, la société dans laquelle je vis va réagir comment. Et en fait, ça, c'est parce que la société n'a jamais été préparée, ne s'est jamais posé la question où il faut mettre à terme à cette inégalité entre les hommes et les femmes. Et justement, moi, j'avais un truc où je me disais, tant que, au niveau, par exemple, judiciaire, au niveau politique et au niveau justice, tant qu'il n'y a pas de nouvelles formations dans le sens où, voilà, à l'école, on apprend plein de trucs, le programme, il change chaque année, en fonction du temps, en fonction de l'actualité, en fonction de plein de choses. Et pourquoi est-ce que la justice, pourquoi est-ce que la politique et pourquoi est-ce que notre société, elle ne fait pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'elle évolue pas dans le temps? Aujourd'hui, les femmes en ont marre, on veut plus d'égalité, alors il faut que dans la justice, si les femmes veulent porter plainte, elles peuvent le faire et il n'y aura aucun jugement. S'il y a une femme qui veut devenir politicienne, elle deviendra politicienne parce qu'elle est aussi capable d'être politicienne, de diriger une nation ou un groupe qu'un mec. Et voilà, et donc ça se fait petit à petit, mais je pense que l'éducation, c'est bien, c'est parfait, mais il y a aussi tout un côté où la politique... Une réforme au niveau de la justice. Ouais, voilà, l'éducation, c'est juste un seul volet. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est déjà bien parce que si tu éduques ces jeunes-là, alors tu peux t'attendre à ce que plus tard, ça soit la génération qui va amener un changement. Mais le problème, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à attendre encore et encore et encore? Est-ce qu'il ne faudrait pas agir maintenant, quoi? Ouais, donc on veut une action directe et soudaine. En tout cas, merci Adil d'avoir réagi. On a vraiment beaucoup aimé ton... Comment je vais dire ton... J'en perds mes mots. Ton intervention, ton témoignage. On va voir si les sexolars ont quelques questions pour toi. Et puis voilà. Alors ici, j'ai l'impression que c'est réel, notre génération qui peut faire évoluer les choses sur différents sujets, pas seulement l'éducation sexuelle, mais aussi le climat et l'environnement. C'est vrai qu'on est dans une génération charnière où on peut vraiment se dire qu'on peut apporter
un réel changement pour le futur, mais est-ce que c'était pas déjà dans le passé? Je pense que toutes les jeunes générations se disent toujours qu'elles peuvent amener ce changement, mais au final, c'est plus personnel. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que au final, les institutions sont toujours les mêmes. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que vous, par exemple, dans les actions que vous menez, vous vous dites que au niveau des institutions, clairement, on peut faire bouger les choses? Comme on voit dans la loi, le consentement n'est pas encore très clairement dit. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces choses? Alors, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces choses? Déjà, pour moi, c'est pas parce qu'une génération se sent pas écoutée, parce que, comme tu disais, avant, oui, justement, ça existait, il y avait ça aussi, il y avait des manifestations, il y avait on en a marre et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est la médiatisation, c'est les réseaux sociaux, c'est tous ces outils qui font que on arrive de plus en plus à être visible au niveau des institutions et au niveau des changements des décisions politiques. Donc pour moi, nous, comment on fait? On va parler aux jeunes et on utilise les réseaux sociaux, on utilise les outils qu'on a. Et ces outils-là, je peux vous dire qu'ils font peur à la politique. Ils font peur aux conservateurs. Ils font peur à celles et ceux qui veulent rester là, qui veulent que la femme garde sa place et que l'homme puisse encore plus s'émanciper, etc. Donc je pense que c'est à travers les outils modernes qu'on a aujourd'hui qu'on peut arriver à changer. Et ça, cette génération-là, elle a cette chance-là. Moi, j'ai cette chance-là. Et du coup, je vais pas attendre, quoi. J'y vais maintenant. Ouais, exactement. Et je pense que, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Queenie. Je voulais continuer à lire des commentaires, mais rajoute oui, des donc, choses. Je pense que chaque génération déjà a ses combats, c'est bien. Et la nôtre, on a nos combats et nos outils. Donc merci Adil vraiment d'être intervenu dans l'émission. On est obligé de te laisser malheureusement parce que voilà, on avance dans le temps et il nous reste quelques points à voir. Mais on est super contents. Surtout les Sexolars, allez voir la campagne hashtag je dis oui d'Amnesty Jeunesse. Il y a Guillaume et Abdel Envray qui ont fait chacun une vidéo sur la chaîne YouTube d'Amnesty. Donc voilà, allez checker tout ça. C'est super bien fait et ça parle super bien de consentement. Et puis sur Instagram, il y a aussi la Amnesty Group Jeunesse. Jeune, et puis c'est aussi un compte où il y a plein de trucs qui se défilent. Voilà. Ça va, ils ont tous les contacts. Merci Adil. Merci Adil. Ciao. Au revoir. Merci à vous. Alors, on a beaucoup parlé de culture du viol dans l'émission, mais au final, Marie, c'est quoi la culture du viol? La culture du viol, en fait, comme on l'a redit et dit dans toute l'émission depuis le début, elle est hyper compliquée à définir parce qu'il n'y a pas qu'un seul point. Mais la première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut cesser de croire que la culture du viol, en fait, elle fait absolument partie de notre nature humaine et surtout de la nature masculine, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout changer parce que c'est faux. On peut tout à fait changer cette culture du viol et que la culture du viol, en fait, ce n'est pas non plus un encouragement du viol. C'est pas une célébration, mais c'est juste un système dans lequel on vit, un système des fois d'inertie parce qu'on ne fait pas d'action contre le viol, on n'agit pas forcément tout le temps contre le viol, et donc c'est ça qui fait en sorte que cette culture, elle peut perdurer. Et il y a un livre qui s'appelle En finir avec la culture du viol de Noémie Renard, et elle synthétise vraiment super bien tout ça dans son petit livre, donc si vous voulez l'acheter, vraiment, je vous le conseille. Il y a une chroniqueuse sexo qui s'appelle Maya Mazorette, qui écrit pour Le Monde, qui a vraiment fait un petit résumé de la culture du viol avec des petits exemples. Je ne vais pas tout vous donner, mais juste quelques-uns. Donc elle dit, voilà, la culture du viol, c'est quand on excuse les violeurs d'avoir une maladie mentale, comme je vous disais au début de l'émission, alors que ça ne concerne que 7% des violeurs. Donc quand on vous dit c'est parce que il n'a pas su se retenir, c'est parce que si... Non, c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est pas ça. Et c'est lorsque aussi on excuse la personne qui vous a violé parce qu'on dit elle souffre de misère sexuelle. Et la misère sexuelle, c'est quand tu n'as pas assez de relations sexuelles et que tu en souffres. Tu en souffres tellement que ça va te conduire à violer une personne. Ça aussi, ça concerne que très, 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 très peu de cas, mais vraiment minime des violeurs, parce que la plupart, si on regarde les chiffres, la plupart des violeurs auraient eu, 89% des violeurs auraient eu des rapports sexuels consentis
au moins 2 fois par semaine avant leur incarcération. Donc ça, c'est 89% des violeurs ont une vie sexuelle avant de violer, de violer. Donc la frustration, on peut jeter ça à l'eau, quoi. Vraiment. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas l'excuse légitime, en tout cas. Ça peut arriver, mais c'est pas ça. Et même si ça arrive, de toute façon, c'est pas la faute de la personne violée, c'est toujours la faute du violeur. Et il y a aussi le mythe qu'on a du vrai viol. Ah ben, si tu t'es fait violer, l'image que l'on a d'un viol, comment ça se passe, c'est un parking, une ruelle noire, une fille un peu sans défense et un violeur qui arrive, qui l'agresse et qui la viole. Et ça, les filles qui ont cette histoire, en fait, qui se sont fait violer de cette façon, elles ont plus facile à se faire entendre, c'est vrai, par la police, par les institutions, parce que c'est une image que l'on a tous du viol. Alors que 80% des viols et des agressions sexuelles se passent à domicile et par une personne que l'on connaît. C'est-à-dire un membre de la famille, un ami, un voisin, un collègue. Comme tu l'as dit plus tôt, Maxi. Les viols intrafamiliaux. Voilà, les viols intrafamiliaux. C'est quelque chose d'hyper courant et dont on ne parle pas parce qu'il y a aussi la honte autour de cela, la peur de vouloir détruire la vie d'un membre de la famille. Ah, mais si je dis qu'il m'a violée, comment il va être vu de tout le reste de la famille ? C'est vraiment horrible. Mais vous ne trouvez pas rapidement que le système, finalement, le système ici en Belgique, est un peu aussi, encourage un peu cette culture de viol quand on sait que déjà la définition sur le consentement est pas claire et qu'en plus c'est la victime qui doit prouver par A plus B qu'elle s'est fait violer, tu vois, alors que normalement, pour moi, un présumé violeur, bah, c'est lui qui doit prouver son innocence. Tu vois, ça devrait être le cheminement inverse. Donc j'ai l'impression comme ça et c'est mon avis, que le système judiciaire belge participe à ça, contribue à ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays où justement le système il est inversé, où c'est le violeur qui doit... J'ai cru voir en Suède, je pense, mais il faut que je revérifie pour être sûr. Je crois qu'en Suède, ils sont pour la tendance inverse, justement. Que ce soit la victime qui, on va dire, soit plus tranquille et que ce soit le présumé agresseur qui prouve vraiment, qui essaye de clamer son innocence par A plus B, quoi. Et franchement, c'est horrible, en fait, parce que psychologiquement, t'es là déjà, enfin, ça m'est arrivé, je suis pas bien, et en plus de ça, je dois me démener pour montrer que je dis pas de la merde et que je mens pas, et en plus le flic qui m'a reçu, genre peut-être au bureau de police, qui m'a demandé, ouais, t'es habillé comment ? Tous ces trucs-là, c'est... ça. En fait, à chaque étape, t'as un obstacle. Et souvent, il y a plein de victimes qui ne vont pas jusqu'au bout parce que déjà, les premières personnes avec qui elles vont en parler, même si c'est pas la police, c'est un ami. Comme je vous le disais avec mon expérience personnelle, mes amis m'ont dit bah, c'est bien, tu t'es pas fait violer, tu vois. Moi, dans ma tête, jamais j'aurais été jusqu'à la police alors que même mes amis me soutenaient même pas dans ce truc. Donc c'est totalement à repenser, quoi. Et quand tu disais justement de ce vrai viol, que c'est souvent un membre de la famille, il y a aussi beaucoup de gens qui ont cette impression, on le disait tout à l'heure, qu'on peut pas se faire violer ou agresser sexuellement par son petit ami. Et je voulais justement remettre l'image d'un clip, c'est Taiki, un chanteur que j'adore et qui a justement traité de cette thématique de la violence dans le couple. Et dans le couple, il joue un peu le rôle du petit ami violent. Et on voit clairement que l'agression sexuelle au sein d'un couple, c'est totalement possible. Qu'il est-ce que tu peux nous balancer le clip, s'il te plaît? Un petit extrait, c'est quelques secondes. Et quand tu me regardes, tu ne ressens que peine. Plus rien ne coule dans tes veines. Ah, comment je sens déjà la peine dans le visage de la fille quand il a touché ses fesses. Tu vois clairement que c'est son petit ami, mais malgré ça, le fait de la manière dont il vient la toucher, ça reste une agression sexuelle, clairement. De ouf, tu vois dans son regard le « ok, dis rien ». Ça va passer, c'est que 5 secondes ou voilà. Mais c'est combien de 5 secondes, t'imagines? Combien de 5 secondes? Et plus loin dans le clip, bon, on va pas passer l'extrait, mais ils ont un rapport sexuel et on voit qu'elle a une larme et qu'elle est en train de le subir, en fait, ce rapport sexuel, tu vois. Et ça, pour moi, c'est clairement un viol aussi. Mais oui, c'est ça. En fait, les gens ne s'imaginent pas que parce que tu es en couple, tu peux... En fait, c'est pas parce que tu es en couple que la personne t'appartient. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ancré, tu vois, dans notre système, voilà, monogamie judéo-chrétien. Je marie quelqu'un, cette personne m'appartient. Que tu sois la femme ou l'homme, tu n'appartiens à personne qu'à toi-même. Voilà, donc si tu n'as pas envie de faire l'amour avec cette personne, tu peux lui dire non et elle a le devoir de t'écouter.
Alors, les filles et les sexes larges, je vois qu'il est déjà 20h53. Mais non, c'est pas possible. Et quand ça arrive, ça veut dire qu'on n'a rien dit de l'émission. On était vraiment dedans dans la matrice, mais c'est la matrice pour Il la aurait culture. fallu 2 heures. Ce soir, on parle de culture du viol. On est avec Marie, on est avec Queenie. Il ne reste plus beaucoup de temps. Mais Marie, est-ce que tu peux donner quelques clés pour lutter contre justement cette culture du viol ? Voilà, je pense qu'il est hyper important de lutter contre la culture du viol et de savoir comment agir. Agir comme Adil qu'on vient de recevoir aujourd'hui et qui est très proactif et dans la lutte contre la culture du viol parce qu'il en parle, il anime des ateliers, voilà, il fait naître des discussions autour de lui. Je pense que c'est la première chose qu'on peut faire maintenant avec les réseaux, si vous avez Instagram, Facebook, etc. Si vous savez faire naître des discussions parmi vos amis, en famille, etc., pour un peu challenger cette culture du viol qui nous atteint tous quelque part. Donc vraiment essayer de faire ça et aussi essayer de faire naître une autre culture, plus enthousiaste et avoir une autre idée de la masculinité. Se dire que peut-être le sexe, il peut être excitant, pas seulement quand il est violent. Le sexe doux, gentil, quand tu caresses ta partenaire ou ton partenaire et là où t'es romantique, ça peut être aussi tout aussi excitant et t'es pas obligé d'être violent avec ton ou ta partenaire pour que ça soit excitant. Donc ça, c'est vraiment les 3 clés que je voulais vous donner et surtout, ne blâmez pas les victimes parce que c'est vraiment compliqué d'en parler, c'est très très dur. Il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir cette force, donc faites en sorte que vos mots ne blessent pas encore plus la personne qui a déjà été assez blessée. C'était quelques clés, mais vous pouvez tout retrouver. Il y a un site de l'ONU. Les femmes de l'ONU ont donné 16 clés aujourd'hui pour lutter contre la culture du viol. Donc, je vous fais confiance, les sexes larges. Je sais que vous allez chercher. Je sais que vous allez être nos nouvelles voix. Mais on pourra aussi donner toutes les infos quand on va reposter le repost de cette émission, parce qu'on remet toujours nos lives sur Instagram et on mettra toutes les infos, même les comptes dont Adil nous a parlé par rapport à Amnesty. On essaiera de mettre tout ça pour que vous ayez accès plus facilement à toutes ces informations. De ouf. Bon, alors on nous dit déjà ici par Sarah, beaucoup trop court avec des emojis qui pleurent. Girl, I know, I know. Et on avait encore tellement de choses à dire. Tu sais, je voulais aussi parler du fameux film 365 t'as encore le temps, vas-y. Mais les 4 dernières minutes. Non, il faut dire 2. Queenie, les Congolaises, elle va multiplier trop. Non, mais je sais pas vous, mais moi, ce film, il m'a complètement choquée. Pour moi, c'est un film qui fait complètement l'apologie de la culture du viol, dans le sens où c'est un gars, un mafieux, qui est complètement amoureux d'une jeune fille. Alors tu dis que le nécessaire. Hein. Ok, faut pas que je. Mais bon, en gros, pour moi, il y a des scènes super choquantes. Du genre, à un moment, il lui dit oui, je vais pas coucher avec toi tant que j'ai pas ton consentement. Mais pendant qu'il lui dit ça, il a la main sur le sein. Pour moi, ça déjà, c'est une agression sexuelle. Elle n'est pas consentante, tu as la main sur le sein, mais tu dis je vais attendre qu'elle ait son consentement, mais tu ne l'attends pas parce que tu es déjà en train de la toucher. Clairement. Il y a un autre moment aussi où la fille, elle veut un peu le provoquer, etc. Et donc du coup, elle met une tenue assez sexy, puis elle va en boîte et elle commence à danser avec un gars de manière assez collée serrée. Et puis le gars en question essaye de l'agresser, il veut vraiment aller plus loin, il la force, elle dit non. Le gars en question la défend, mais après il lui dit ouais, mais c'est ta faute, t'as vu comment t'étais habillée, t'as vu comment tu l'as chauffé. En gros, c'est de sa faute. Donc elle a failli se faire violer, mais c'est de sa faute. Ou alors tu as aussi ce cliché de la femme vénale. Il est là, elle tombe amoureuse de lui puisqu'il l'arrose. En fait, le gars est violent. Il n'attend pas son consentement, mais il lui paye plein de vêtements. Il est beau, il est riche. Voilà, et surtout qu'il est beau et il est riche. Il est beau, il est Parce riche. que si on avait remplacé ça par un acteur moche, ce serait un épisode d'Esprit criminel. Ce serait même pas un film sexy, tu vois. Là, c'est érotique parce que le gars est beau et machin, et que la fille est belle et que tout le monde est beau et qu'on est dans un décor magnifique. Mais tu mets ça avec un binocle nanana qui fait un peu peur comme dans Esprit criminel et c'est parti. Le gars, le film n'est absolument pas excitant et donc moi je trouve que ce film, pour moi, il m'a absolument choqué. Je sais pas pour vous, les sexelars, ce que vous avez pensé de ce film, mais moi je trouve que il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi. L'apologie de la culture du viol et j'étais vraiment pas du tout d'accord et j'étais choquée en fait que Netflix puisse laisser passer un film comme ça alors que Netflix a souvent des messages positifs, que ce soit dans les séries, etc. Bien souvent il y a des messages assez positifs que j'aime beaucoup et là j'étais choquée de voir ce film passer comme si de rien n'était. Après il y a sûrement un message, même si le film est un peu film est un peu mindfucking. Non, franchement j'ai été regarder jusqu'au bout. La morale de l'histoire, c'est force un peu une fille et elle finira par dire oui.
Je sais pas. C'est ça la morale de l'histoire. Enfin, Mais je sais pas si tu l'as vu, Maxime, mais Non, si j'ai tu l'as pas encore vu. J'avoue, j'ai va pas le encore voir et tu verras que la morale de l'histoire, c'est une fille, elle dit non au début, mais si tu la forces un peu, elle finira par dire oui. Une minute, les Ok, filles. bon, on est en train de nous mettre des pressions là dans les écouteurs, vous n'entendez pas. Mais merci à tous de nous avoir suivis pour ce Sex and Son Merci beaucoup, qui était les gars. dédié au thème de la culture du viol. Merci à mes copines Marie, Queenie de m'avoir accompagnée. En plus, je perds même mes écouteurs. Je vous laisse au mot de la fin. Les filles, je vous aime, les sexolards. Voilà. Eh ben moi, c'est merci à tous les sexolards pour tous ces commentaires. Parfois, j'arrive pas à tout lire, mais franchement, je fais le maximum pour essayer vraiment de lire vos réactions. Continuez à commenter, continuez à venir tous les dimanches. Yes. Et gros bisous. Merci, bisous, bisous. Mouah. Mouah.